l'idée de l'appel au peuple. La majorité des députés s'y opposent. Cette majorité affirme que l'appel au peuple porterait atteinte au principe même du gouvernement représentatif et le 16 janvier, Pétion, la mort dans l'âme, finit par voter la mort. J'obéis et je condamne Louis à la mort avec regret et parce que la justice le veut, dit-il. Et lorsque le couperet tombe sur le cou du roi, Pétion est victime d'attaques encore plus violentes qu'auparavant. À chaque fois qu'il se rend maintenant aux séances de la Convention, il est exposé aux insultes. « Scélérat, il faut qu'il me sur son passage. » Lui et tous les autres députés qui ont voté l'appel au peuple sont visés par ceux qui maintenant sont en train de prendre vraiment l'avantage, c'est les montagnards qui réclament sa destitution. Et Robespierre va plus loin. Il est temps que toutes les infamies finissent, hurle-t-il devant l'Assemblée. Il est hors de lui, Robespierre. Il est temps que les traîtres et les calomniateurs portent leur tête sur l'échafaud. Et là, Pétion n'en prend pas ses oreilles. Il tente de se défendre. Seulement quelques jours plus tard, Robespierre fait rédiger une pétition contre 22 députés, je cite, coupables de crimes de félonie envers le peuple souverain. Jérôme est bien évidemment en tête de cette liste. Et désormais, il n'a plus du tout d'illusion. C'est la guillotine qui l'attend à coup sûr et il doit fuir. Alexis de Castillon, voilà un auteur, un compositeur qu'on cite assez rarement finalement dans cet Allegro con fuoco, le final du concerto pour piano et orchestre en ré majeur. C'est un extraordinaire concerto enregistré en 1985 par Aldo Picciolini avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Georges Prêtre. Après avoir fait ses adieux à sa femme, Jérôme Pétion longe les murs de Paris, les longe comme une ombre. Le voilà qui emprunte le boulevard de la rue Royale. Il s'installe, qui ne s'appelle plus comme ça, inutile de vous dire, qui s'installe pour la nuit dans un hôtel de la rue Jean-Jacques Rousseau. Et le lendemain matin, il se retrouve en présence d'un certain nombre de ceux qui, comme lui, sont menacés de mort. D'autres députés, Brissot, Gadet, Bizot. Alors que faire ? Il y en a un qui propose de se rendre, de se donner la mort à la tribune de la Convention. Seulement, le frère d'un des députés arrive, il est hors de lui. Il n'y a plus de convention, dit-il. On fait irruption dans la salle. On s'empare des députés, sauf qui peut. Alors, avec un autre député qui s'appelle Gadet, Pétion va chercher un moyen de sortir de Paris sans être reconnu par les sentinelles postées aux barrières. Ne sachant vers où aller, les deux fugitifs errent dans les rues du nord-est de la capitale. Ils vont pendant un temps aller se cacher dans un champ de sel, il faut les imaginer allongés à plat ventre, jusqu'à ce que la nuit leur permette de circuler un peu. Ils sont là qui retiennent leur respiration. Au beau milieu de la nuit, ils entendent retentir les tambours avec ce fameux refrain « 15 sang impur, abreuve nos sillons ». Ils comprennent que leurs amis, ceux qui avaient été désignés en même temps qu'eux, ont dû être égorgés. Les deux fugitifs finissent par se séparer et Pétion parvient à trouver refuge chez une lingère qui va l'aider à quitter Paris, qui lui fournit de faux papiers, qui organise son évasion en fiacre, ce qui fait que l'ancien maire de Paris maintenant va devoir circuler au milieu d'autres voyageurs. Il est tenaillé par la peur d'être reconnu. Son portrait de maire de Paris se trouve partout, il y en a même sur des tabatières. Le fiacre le conduit jusqu'à Saint-Cloud, et puis ça y est, c'est la route de la Normandie, Mantes, etc., jusqu'à Caen, où il va retrouver
quelques-uns des autres députés menacés. Rappelez-vous, c'est là que Charlotte Corday fera la connaissance d'un certain nombre d'entre eux. La troupe de députés fugitifs va ensuite partir à pied sur les routes de Normandie, puis de Bretagne. Au beau milieu de ce mois de juillet 1793, on rejoint Dinan, Quimper, on emprunte des itinéraires, disons, les plus discrets possibles. On dort sur la paille dans des fermes isolées, on se nourrit à peine. La fatigue est là, c'est même un épuisement dont il faudrait parler. Depuis Quimper, les députés ont rejoint Brest, et là, ils embarquent sur un bateau qui va les amener directement vers la Gironde. Il faut arriver, il faut absolument se séparer. Bien entendu, Pétion et Buzeaud vont rejoindre Saint-Émilion, et pendant 2 longues semaines, ils marchent sans but dans la nuit. Ils passent les journées complètement terrés dans les bois. Ils se cachent, bien sûr, avant finalement d'aller trouver refuge dans une grotte humide et froide, puis dans le grenier d'une petite boutique de Saint-Émilion. On peut dire qu'ils sont très amaigris. Il faut imaginer les vêtements sales, je vous le disais, le visage recouvert de longues barbes blanchies. Ils écrivent leurs pensées sur leur carnet pour passer le temps et peut-être retrouver grâce à l'écriture un petit peu de l'espoir perdu. Seulement au matin du 17 juin 1794, ils entendent les allées et venues de commissaires, les troupes avec des chiens lancés à leur poursuite. Ils comprennent que là, leur arrestation n'est maintenant plus qu'une question de jours. Et le 24 juin, ils vont se réfugier dans cette forêt de Saint-Émilion. Et eh bien là, c'est la panique, ils sont rongés par le désespoir. Il faut imaginer Jérôme hanté par les idées les plus noires. Il va sortir son pistolet de sa ceinture, il le place sur sa tempe et il tire. Et le lendemain, on retrouvera son corps à demi rongé par les vers, devenu la proie des chiens affamés qui ont dévoré une partie de sa tête, de son torse et de ses entrailles. Il aura manqué seulement quelques semaines à Jérôme Pétion pour être tiré d'affaire, si je puis dire, puisque le 28 juillet 1794, c'est Thermidor, Robespierre, qui lui-même se sera tiré une balle dans la mâchoire, sera transporté en charrette jusqu'à la place de la Révolution. Le bourreau arrachera les linges qui soutenaient sa mâchoire et évidemment, il placera Robespierre sur la bascule et laissera tomber le couperet. On peut dire qu'à quelques semaines près, les deux inséparables se seront retrouvés dans la mort. Inséparables, c'est un peu comme ça qu'on nous surnomme avec Christian Morin. Bonjour Christian. Et j'en suis ravi. Voyez-vous, le premier. Bonjour à tous, bonjour mon cher Franck. Je rappelle que dans votre livre, Franck Ferrand raconte chez Perrin Historien, il y a notamment la fuite à Varennes avec une carte remarquablement faite où l'on voit tout le parcours jusqu'à, bien sûr, Varennes en Narbonne. Et où c'est trop gentil de citer ce livre. Merci. C'est trop gentil, c'est parce que c'est en fait, j'ai l'impression, je vous l'ai déjà dit, quand je feuillette ça, de temps en temps, avec toutes vos histoires, j'ai l'impression d'entendre votre voix, c'est très agréable à lire. Mais revenons à ce Pétion, quelle fin dramatique. Et ça devait être très compliqué parce que il y avait. Vous connaissez bien la région, vous là-bas. Oui, Bordeaux contre la Révolution, mais enfin se trouver à cette période-là, en 92-93, dans la forêt de Saint-Émilion, c'était quand même pas réjouissant. Et le représentant à Bordeaux, c'était le fameux Talien qui va justement destituer Robespierre, faire tomber Robespierre quelques semaines plus tard. Bien sûr, mais les Girondins étaient là. Et alors, je signale qu'il y a une petite rue Pétion, piétonnier, Pétion à Paris, depuis 1934, je crois, c'est dans le 11e quartier de la Roquette, c'est au métro Voltaire, quand on pourra bien sûr se déplacer, tout cela en patience un petit peu, il faut attendre la fin du confinement. Et puis alors, à 14h, ce qui est intéressant, je me suis penché sur les sujets, et vous allez parler d'un autre Capet, le fils de Capet, Robert Le Pieux. Ah oui, là on remonte beaucoup plus haut dans l'arbre généalogique. Hein, alors, s'appelait Le Pieux, je suis un peu léger ce matin, s'appelait Le Pieux et s'être marié 3 fois, oui quand même que cet homme devait aimer rester couché, vous voyez ce que je veux dire. Il a dû y passer du temps. Je voudrais vous remercier, Franck, devant tous les auditeurs et auditrices ce matin, devant Francis Trezel et Bertrand Dorigny, et Yann Aubray qui vient d'arriver, pour votre délicatesse à mon endroit, parce qu'on parle d'un député girondin avec Pétion, mais je rappelle que Hugues Capet était le fils de Robert Le Pieux, était le fils de Hugues Capet et de Adélaïde d'Aquitaine. Et puis demain matin, le 1er mai, nous serons là. Le 1er mai, justement.
ça m'en fait pas de poche. Merci, bonne journée. Bonne journée. Comment faire face aux exigences de la sécurité communicateur? Alexia, psychologue à l'Institut Jérôme Lejeune, Il continue de rencontrer vraiment sur ces personnes. À l'Institut Jérôme Lejeune, on a fait un suivi médical et un accompagnement psychologique par téléconsultation qui leur apporte un grand soulagement. Parce que les personnes porteuses de trisomie 21 ont plus que jamais besoin de votre soutien, faites un don à la Fondation Jérôme Lejeune. Fondation Jérôme Lejeune. Chercher, soigner, défendre. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 1500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Étienne sur un territoire d'excellence à 6h55 sur Radio Classique. Acheter du vin sur Internet, on n'y pense pas forcément. Pourtant, chez Monaco, vous avez le choix parmi plus de 5000 références livrées directement chez vous. Et parce qu'on est exigeant et soigneux, chez Monaco, tous nos vins ont été dégustés et approuvés. Monaco.com, reprend la vie en plein temps. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Restez avec nous. Dans un instant, Tous classiques avec Christian Morin. Je suis Axel Roussy, président de la Ligue contre le cancer. Dans la tourmente actuelle, le cancer est toujours là, redoutable. La Ligue le combat avec acharnement. Elle aide les personnes atteintes, menacées par le virus. En aura-t-elle demain les moyens? Votre générosité est vitale. Aidez la Ligue à soutenir les personnes malades du cancer. Faites un don sur ligue-cancer.net. Vous écoutez Radio Classique. 9h30 midi, Tous classiques, avec Christian Morin, sur Radio Classique. Et après Franck Ferrand qui saupoudre chaque matin deux extraits musicaux que nous choisit avec délectation notre cher Francis Voisin, eh bien, nous partons en musique jusqu'à midi avant de retrouver Laurence Ferrari tout à l'heure, et avec Bach et une nouveauté sortie chez Arcana, un CD d'un violoniste qui s'appelle Giuliano Carmignola, avec le violoncelliste Mario Brunello, qui joue sur un violoncelle, c'est un violoncelle à 4 cordes. Et il y a dans cet album des œuvres de Vivaldi, Goldberg et Bach, bien sûr, notamment avec le très célèbre concerto pour deux violons joué, arrangé ici pour violon et violoncelle piccolo. Donc c'est très original et nous allons nous plonger dans cette musique de Bach. Quoi de mieux pour démarrer la journée? Renaud Capuçon, il y a quelques semaines, disait que Bach, bien sûr, ça met de bonne humeur. Nous sommes là pour vous mettre de bonne humeur, c'est le cas de ce concerto. Bach, Carmignola, Giuliano au violon, Mario Brunello, je répète, au violoncelle piccolo, avec l'Accademia dell'Annunziata, c'est un enregistrement qui a été fait en l'église de la Convention de l'Annunziata de Milan, en juin 2018, et la direction d'orchestre est assurée par Riccardo Doni. Bonne journée encore.